Histoire au coin du D20, présentée par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Brigandine, la campagne de rêve de gloire. Premier épisode parlant de cette campagne de James Tornade qui décrit cette aventure plein de voleurs crasseux. Publication initiale sur YouTube en juin 2023, avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Alors, bonjour ou bonsoir si vous êtes à table. Hey. Alors, Gilus, On est un petit peu dans l'ombre là. Ouais. Comme le jeu dont on va parler aujourd'hui. On est dans les bas-fonds, mais en fait, pour une fois qu'on tourne chez moi... On est chez toi, donc voilà. si la lumière est dégueulasse, que ça semble sale, enfumé et poussiéreux, c'est ça. pour l'enfumage, c'est bon, j'ai la clope électronique. Ouais. Mais, Gilus, Oui. après, en cette chaude après-midi du mois de juin, qu'est-ce que nous allons raconter à nos voyeurs? Boire des bières parce qu'il fait chaud. Ah bah t'as tout à fait raison. Pour une fois, c'est toi qui y penses en premier, quoi. Tout à fait. Alors, c'est un petit cadeau de l'ami Miko qui nous a ramené une bière qui s'appelle la Fort Lapin. Ah bah, c'est joli. Qui vient du Luxembourg, et j'espère qu'elle ne va pas exploser dans mes mains, et qu'il va y en avoir Il y partout. a toujours une surprise. Ouais. Une surprise. Donc, quand on boit pour la première fois une bière, on ne sait jamais comment elle va réagir à l'ouverture. Ah bah, elle réagit très bien. Est-ce qu'elle est forte, la Fort Lapin? C'est 10 degrés ou Je sais pas. Bref. J'ai pas encore regardé. Je vois un gros 10 devant et ça s'appelle Fort Lapin. La chaud lapin, là. Mmh. La gros C'est lapin. peut-être de la 10 degrés. Bon, mon cher Bon. Gilus, Santé. santé. Mmh. Hmm. C'est fort sympathique. Elle passe tout très ça. bien. En tout cas, si elle fait 10 degrés, elle est traître. Avant que l'on parle du jeu de rôle d'aujourd'hui, C'est vrai, c'est vrai. petite pub qui est indirectement une pub pour moi d'ailleurs. Oui, oui, oui. C'est la Mais- consécration de Gilus. Vas-y, balance. Ben donc, Gilus a sorti il y a déjà un certain temps son système des critiques. Hein. Version 2 qui va bientôt sortir d'ailleurs. La version 2 sort bientôt. Et la consécration pour l'ami Gilus arrive sous la forme que notre ami, camarade, youtubeur, Jadencor, vient de sortir son propre jeu de rôle, Tout à fait. qu'il a mis 4 ans à écrire quand même. Et ce jeu de rôle Qui est dans mon système, c'est pour ça qu'on a fait Voilà. bien. n'est autre que Fed. Ouais. Je ne sais pas si on verra. Tu mettras un... Oui, je vais mettre un truc parce que Alors, la lumière est c'est- vraiment pas très bonne ici. et Comment de- tu peux vivre ici? Ah bah, j'aime vivre dans l'ombre, ce sera parfait pour... Mais donc Fed, c'est le jeu de rôle de Jadencor, qui est un jeu de rôle qui se passe au VIe siècle. Donc après, c'est l'histoire des royaumes barbares, c'est après la chute de l'Empire romain. Avec tout ça, évidemment, avec du surnaturel, hein, parce que sans surnaturel, c'est trop low fantasy pour vous, bande de petits coquins. Et des guerres de religion, ce genre de Voilà, choses, voilà. exactement, les Francs qui affrontent les Visigoths et les Normands qui débarquent. Enfin bref, c'est un bouquin de très très bonne facture. Tout à fait. Le système de jeu de Gilus est repris dedans. Ouais. Donc si vous ne voulez pas donner d'argent à cet homme-là, vous pouvez très bien Tout à fait. vous contenter du livre Fed. dans le- Il a même, je peux même dire qu'il a pris les choses qui l'intéressaient dans mon système et il n'a pas pris les choses qui ne l'intéressaient pas, Voilà. ce qui est l'idée. Oui, et en même temps, si vous voulez pousser les choses, par exemple avec les récits de critiques sur les blessures et toutes ces mutilations, ben ça, vous pouvez les retrouver dans le jeu de Gilus. Donc, PDF. si vous voulez aider un de nos amis, si vous voulez aider le monde du jeu de rôle francophone, ruez-vous sur Lulu. Et je dis pas de bêtises. Alors, hein. les liens dans la description vers la chaîne Les Chroniques de Jadencor, où il fait d'ailleurs maintenant des nouvelles vidéos sur le jeu vidéo qui sont très intéressantes et me font un petit peu penser aux vidéos de Spoonie à l'époque, où c'est vraiment une histoire de plus vieux jeux vidéo et comment les studios sont un petit peu bouffés entre eux. Enfin, c'est vraiment très poussé en termes de l'histoire des développeurs. Ah, c'est un très très bon narrateur, Voilà. hein, Jadon. Et on va mettre le lien directement vers les vidéos qui parlent de Fed et on va mettre le lien vers son Lulu pour acheter ses bouquins, parce que donc, Lulu c'est un éditeur que vous ne le sauriez pas. Mhm. Ça permet de s'auto-éditer. Et sur sa chaîne, vous trouverez toutes les descriptions, toutes les vidéos présentations, etc. etc. Ah, moi, je viens de commencer à le lire et vraiment le livre est de très bonne facture. Le style de Jadencor est bien présent. Et c'est quand même une période historique où il y a très peu de jeux de rôle qui existent. Ouais. C'est une période très intéressante. Et j'ai fait Memento Mori, c'était pas de la même période, mais il y avait un petit peu cette idée-là. Je Oui, sais pas si on a jamais parlé de Memento Mori. un petit peu. Il faudra qu'on raconte un jour Memento Mori. Mais
Donc, Juste, j'ai sorti il n'y a pas longtemps une vidéo sur comment utiliser le système des critiques sur le Virtual Tabletop Foundry VTT, si ça vous intéresse. Et j'ai créé la feuille de personnage de Fade là-dedans, et on va voir avec Jadon si on peut faire une partie et tout. On va se démerder. ah ouais, effectivement. Mais- Et donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre jeu, d'un nouveau jeu, d'une nouvelle aventure qui commence. Un jeu de rôle français. Un jeu de rôle français, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du système de règles Brigandine, qui avait eu le Grog d'or, je pense, il y a quelques années. La base Brigandine, c'est quoi? C'est un système de règles très simple, vraiment très allégé. Voilà, le bouquin de base. Alors ça, moi j'ai la V1, j'ai Oui. L'ancienne, mais il y a la nouvelle Nouvelle édition version qui vient de sortir. qui vient de sortir. On ne sait pas on ne connaît pas les différences. Et donc, Brigandine, ben, c'est un jeu écrit par James Tornade, hein, qu'il ne faut pas que je confonde avec Combrexel cette fois-ci, ça serait bien. Et donc, c'est un système de jeu pour faire des jeux de rôle médiévaux. Et quand vous achetez Brigandine, il n'y a pas d'univers. Donc, déjà, c'est très bien si vous voulez créer votre propre univers. Le système en lui-même est très simple, très intuitif, je trouve. À la suite de la sortie de son système de jeu générique Brigandine, Tornade a écrit une campagne qui s'appelle Rêve de gloire. Qu'on va un peu spoiler. Ah ouais, On va raconter nos parties. On va raconter nos parties, donc on va spoiler Rêve de gloire, mais encore une fois, comme je disais, la campagne a été tellement, rien que ce premier scénario est tellement mutant par rapport à ce qu'il y a dans le livre de base, il est certain que votre aventure à vous ne sera pas la même. Juste un petit mot sur le système. C'est très, très, très... alors, dans les chiffres, c'est très Warhammer. Oui. La liste de caractéristiques me fait très fort penser à Warhammer, donc c'est avec des pourcentages, C'est un système décent. mais avec un côté assez narrativiste, qui est un nouvel univers qu'on commence un petit peu à découvrir, dont la caractéristique principale, c'est que, comme pour le système Apocalypse, le maître de jeu ne fait pas de jet. Oui. C'est les joueurs qui font les jets pour leurs actions. S'ils réussissent, eh ben, ils réussissent. S'ils ratent, ça leur retombe dans la gueule. Il y a pas, voilà, moi, c'est vraiment mon impression de ces systèmes narrativistes. Le truc principal, c'est que tout jet a une conséquence. Il n'y a pas le côté « ah ben t'as raté, au suivant ». Oui, c'est ça. Et ça fait, moi ce que j'adore dans le système Brigandine, c'est que les combats vont vite. Très vite. Ça roule, Et ça c'est tourne. ultra mortel. Et c'est ultra mortel parce que donc le joueur, en gros, le PNJ que tu vas affronter, il n'est qu'un modificateur. Ça a l'air très dégueu dit comme ça. Mais par exemple, tu vas combattre un adversaire qui est un très bon guerrier, il va te donner un -20, mettons, à ta propre caractéristique, à ton propre jet de dés, en sachant que si tu loupes, eh ben, c'est toi qui te prends les dégâts parce que c'est ton adversaire qui t'a touché. Alors, un petit détail quand même pour vous donner une idée de à quel point les combats sont mortels. La dizaine sur le dessin représente le nombre de dégâts de base que tu fais, avec après une petite modification, plus 1, Pour moins la 1, force. selon l'arme que tu utilises et ta force. Mais tu vas avoir combien de points de vie dans le jeu? Une douzaine? Ouais. 14-15 au maximum. Et donc, vous imaginez très vite qu'en 2 coups, tu peux facilement être hors combat. Les combats, oui, effectivement, ce sont des combats mortels et rapides. Et donc, c'est ce qui a ce bon côté que les aventuriers vont y réfléchir à 2 fois avant d'aller se battre. C'est vrai. Mais donc, ça c'est... Et alors, un autre truc que j'aime bien dans Brigandine, c'est qu'il n'y a pas vraiment de système d'alignement. C'est ça, l'alignement, c'est un vieux truc. Hein. Voilà. Alors, je sais qu'il y a les gens adorent l'alignement, il y a des fanatiques de l'alignement. Mais ici, en gros, tu te choisis un animal totem. Ah. Et en fait, la personnalité de ton personnage est un peu liée à celle d'un animal. En fait, par exemple, si tu veux jouer un gros bourrin protecteur, tu pourrais très bien prendre comme animal, enfin, je sais plus, ça s'appelle les aspects. Bref, tu pourrais prendre l'ours. Parce que l'ours, il est grand, il est fort et il protège ses amis. Quand on décrira les personnages, il faudra essayer de se souvenir de tous les animaux de totem, et je crois qu'on les connaît. Moi, je m'en souviens. Et c'est très chouette, la création de personnages est très rapide.
Donc je ne peux que conseiller. J'ai pas encore planté mes dents dans la V2 de Brigandine, mais en tout cas la V1, moi, me plaît déjà beaucoup. Mais il est temps à présent De boire. de boire Non. et d'aller dans la cité de Askanov, la capitale de la Volguite, puisque Rêve de gloire commence dans la cité d'Askanov. Donc ça, c'est le background de la campagne. En gros, c'était une cité merveilleuse, le joyau de la Volguite, une ville extrêmement cosmopolite. Il faut imaginer une ville médiévale, russe, low fantasy. Et dans le monde de Rêve de gloire, il y a des nains et des elfes, mais ils sont très 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 rares. L'immense majorité des gens passent leur vie entière sans voir un elfe ou un nain ou d'autres créatures étranges. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dizaine d'années, la ville a été envahie par des barbares qui ont mis la ville à feu et à sang, la laissant complètement exsangue. L'empereur est mort, et c'est son fils qui maintenant essaye de un peu rassembler les pots cassés et de faire fonctionner son immense capitale. Et nous, on est des merdes. Et c'est un jeu de rôle où les joueurs commencent en étant des merdes. C'est un petit peu classiste, ça. Non, mais je m'en branle. On est vraiment les plus bas niveaux des pouilleux en train de mourir de faim dans la rue. Les joueurs commencent, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'équipement. Enfin, vous avez quelques petits équipements de départ, Ouais. mais vraiment pas grand-chose. Pas un sou, pas de maison. Et, Des dettes. Et des dettes, parce que donc le groupe est poursuivi par le caïd du coin, Piotir le boucher. La moitié de notre vie parce qu'on est en train de mourir de faim. Et c'est en ça qu'elle est, dès le départ, géniale, cette campagne. Ça commence, tous les joueurs sont des pouilleux, et il y a un putain de gros mafieux avec toute sa bande qui disent « Vous avez une semaine pour nous trouver 10 couronnes d'argent », qui est quand même une somme déjà assez conséquente. Ouais. Et l'accroche a pris direct, quoi. Oui, ça a bien marché. Mais il faut qu'on décrive le groupe. Tout à fait. Alors, je vais commencer comme il se doit. Tu es le personnage qui a été créé en premier. Je suis le personnage principal. Ah oui, en fait, tu m'as fait créer ce personnage pour tester le système. Donc, j'ai fait un personnage un petit peu excentrique et je l'ai gardé après. Oui. Alors, donc, mon personnage dans Brigandine s'appelle Bertha la Grosse. Donc, c'est une femme bien en chair. Une matrone. Une matrone, voilà. Et donc, il y a un petit peu un système de classe à la Warhammer. Et moi, ma première carrière, enfin, plutôt de carrière, c'est le mot que je cherchais, c'est ratière. Oui. Je suis ratière et cuisinière parce que j'attrape des rats. Parce que les deux vont ensemble. Voilà, j'attrape des rats et je fais à manger avec. Alors, mon animal totem est l'âne. Non pas que je sois bête, mais je suis un petit peu ingénu et je vais, dans ce monde de voleurs, je vais toujours voir le meilleur chez les autres. Oui, ton personnage est plutôt doux, gentil et serviable. Voilà. Dans un monde où tout le monde se tire dans les pattes, moi je me suis dit, oh là là, mais comment il va faire? Mais ça va. Et donc ça tourne pas mal. Et il te manque des dents aussi. Et alors donc ça c'est aussi une caractéristique, tous les personnages commencent avec une tare physique. Voilà, un problème. Et moi il me manque mes dents de devant. Donc voilà. Elle fait des sourires édentés. Et ça donc ça s'est tiré au hasard. Et aussi une chose que tu choisis pour ton personnage, et ça marche très bien, et ça donne tout de suite une caractéristique au personnage, c'est tu choisis un petit peu une spécialisation dans tes caractéristiques qui va te donner un mini pouvoir. Et moi, j'ai pris le pouvoir hors caractéristique, qui est la débrouille. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai un grand sac et je peux utiliser mes espèces de jokers, de mes points de fortune qui peuvent être normalement qui servent pour des relances, pour trouver un objet. Ah, mais on a besoin d'une corde. Ah ben, ça tombe bien. J'avais une corde dans mon sac. J'ai une corde dans mon sac. C'est ultime et c'est très chouette, c'est très roleplay comme pouvoir. Il peut une fois de temps en temps effectivement ah tiens, mais c'est vrai, non, on a besoin de ça, mais c'était dans mon sac depuis le début. Et Bertha la Grosse, je la joue avec un espèce d'accent franchouillard comme ça. En fait, il n'y a rien à faire. La façon dont je parle, moi, c'est à quoi je pense. C'est le sketch des Inconnus avec où ils font une espèce d'audiard. Et il fait « Oh ben mince, elle est morte !» Et c'est un petit peu cet accent-là de Didier Bourdon que j'essaie de faire. Et donc voilà, je joue comme ça. Il est terrible ton accent franchouillard.
Et puis le personnage qui a été créé ensuite, c'est Florian avec Grégorius, si je me trompe. Tout à fait. Et donc Florian, il a décidé de jouer un peu les muscles du groupe, puisqu'il joue un ancien soldat, devenu maintenant clodo. C'est le principe des soldats du Vietnam qui rentraient et qui étaient complètement abandonnés par la société. Et donc de soldats qui a perdu... Parce qu'en fait, les soldats sont pas mal considérés, mais la populace leur tient rigueur à l'armée d'avoir perdu face aux barbares 10 ans plus tôt. Et donc, lui, il a choisi comme aspect l'ours, parce qu'il est très protecteur. Et ouais, donc c'est vraiment il a réussi à garder son glaive de quand il était à l'armée, ce qui est l'une des seuls trucs qui peut faire que vous commencez avec une arme. Ouais. Parce que nous, on a des bâtons, quoi. Ah bah oui, voilà. Des bâtons avec des clous. Vous avez upgradé vos armes. Vous avez fait du crafting. Alors sa tare physique, qui a bien fait rigoler tout le monde et qui revient tout le temps, c'est qu'il pue de la gueule. Ouais. Il pue du bec monstrueusement, et donc il a même essayé d'utiliser ça comme une arme à un moment. Il dit « Ah, je vais souffler sur les ennemis ». Non, ça ne marche pas. Je trouve juste que tu pues. Et c'est une tare qui va très bien avec le personnage de Gigi. Et en fait, je ne sais plus très bien c'est quoi l'espèce de mini-pouvoir de Grégorius. Alors, Grégorius, lui, il peut décider qu'il va relancer... En gros, dans un combat, au premier tour, s'il rate, il peut refaire un jet. Oh. Ce qui, vu que le degré de mortalité du jeu, n'a l'air de rien comme ça sur papier, mais est un très bon pouvoir. C'est beaucoup parce qu'honnêtement, les caractéristiques dans lesquelles tu vas être bon, tu vas avoir entre 40 et 50%. Donc ça veut dire que quand tu attaques quelqu'un, tu as plus qu'une chance sur deux de te prendre le coup dans la gueule à la place. Ouais. Donc c'est bien d'avoir des relances. Alors donc Gigi, vu qu'on en parle, même s'il n'est pas le troisième à avoir créé son personnage, lui, au début, il a voulu refaire Ver à viande. Il a voulu refaire Ver à viande. Et il a failli rappeler son personnage Ver à viande. Il a essayé de nous faire une moustache, hein, avec une longue lignée de personnages. Donc voir Dark Heresy. Dark Heresy, si vous voulez savoir qui est Ver à viande, le punk avec sa batte, la Verabatte. Et donc oui, je me rends compte que Gigi est en train de recréer... Mais bon, en même temps, je lui dis, tu vas jouer un marginal, tu joues quelqu'un qui est à la rue, qu'est-ce qu'il va jouer? Un punk sans chien. Et donc il m'explique, ouais, j'ai un bâton qui ressemble un peu à une batte, et puis mon personnage, il a une crête, et alors il choisit comme animal totem le coq. Ouais. Donc il est très fier, il se laisse jamais marcher sur les pieds, et le look de son personnage lui est venu comme ça. En fait, il a une crête orange, comme un coq. Et son nom, c'est Midcock. Midcock. Voilà, c'est Gigi. C'est le coq de viande. Et donc voilà, mais bon, c'est aussi un personnage très haut en couleur qui a comme pouvoir... Lui, il s'est baratiné tout le monde, en fait. Lui, il a des contacts, il s'est acheté moins cher. Quand il utilise son peigne pour se peigner la crête, il a des bonus à ses jets de charisme, et il a surtout un pouvoir... Il m'a fait des yeux comme ça quand il a entendu, c'est que quand il achète de l'équipement, il le paye 20% moins cher. Ouais. Et ça va vous être très profité à mort. Très utile. Voilà. Et donc voilà, et puis il reste Val, qui joue Miou, qui est, je dirais, une voleuse. On ne sait pas très bien si c'est une voleuse ou une assassin, avec un passé un peu trouble. Qu'elle a clairement dit que son boulot, c'était assassin. Mais voilà. Bon, quand tu es aussi bas dans l'échelle du monde des voleurs, t'es pas un assassin, t'es un coupeur de gorge, quoi. T'es un tire-laine, quoi. Le personnage discret dont le totem, c'est le chat. Voilà, un personnage très discret dont le totem est le chat, et qui peut, une fois par scène, elle peut disparaître, en fait, d'une scène où... En gros, le pouvoir de son personnage, c'est elle a des problèmes, on est en train de lui gueuler dessus, et puis à un moment, quelqu'un va dire « Mais elle est où ?» Parce qu'en fait, elle a disparu. Elle peut faire Batman. Elle peut faire Batman. Elle peut faire un Batman. Tout à fait. Et donc, voilà. Il lui manque 2 doigts à la main gauche. Oui. Mais c'est vrai que d'ailleurs, Midcock, on a oublié de parler, on disait que sa tare allait bien avec celle de Grégorius. C'est parce que lui, son problème, c'est qu'il vomit facilement. Ah oui, il vomit facilement, c'est ça. Et donc, forcément, quand il y en a un qui pue de la gueule et l'autre qui vomit tout le temps, les deux vont ensemble. Il faut que je m'en souvienne, ça, parce que
Je l'ai pas trop fait jouer. Et voilà tous les personnages en fait. Mhm. Et vous voyez, c'est quand même une sacrée bande de crapules. Une bande de crapules. Et ben oui, le scénario commence. En fait, vous n'avez même pas tous vos points de vie parce que vous êtes en train de mourir de faim dans Tout la à fait. rue. Et la première partie commence comme ça. C'est vous devez manger pour regagner vos points de vie perdus parce que sinon vous allez mourir de faim. Ouais. Et là-dessus, bah, c'est lâchez-vous. Alors je décris un peu la ville parce qu'il y a un souk, la ville est assez complète et assez intéressante. Et vous avez décidé d'aller directement au souk. Au marché, oui. J'ai essayé d'attraper quelques rats, mais tu m'as dit oui, non, mais les soldats, ils ont Oui. chassé les rats, ils ont tué un maximum, donc il n'y en a plus trop pour le moment. Mais oui, parce que je voulais que vous sortiez un petit peu de votre zone Ben de oui, confort. mais en fait, je comprends que si jamais c'était là, bon, fais-moi un jet de survie, réussi, bon, J'ai ben trouvé voilà, des c'est rats, réglé. on a mangé, voilà. Et donc, je sais plus ce que vous, Alors, vous avez trouvé. on a utilisé presque tous nos points de fortune dès cette première scène où on était en train de mourir de faim. Ce qui nous a quand même, ce qui était embêtant pour plus tard. Et on s'est débrouillé, donc il y avait tout ce marché. Moi, j'ai essayé d'attraper des rats. J'ai raté mes jets de manière lamentable. Je crois même que je me suis fait choper. Il y a la garde qui t'est un peu tombée dessus à un moment. J'ai dû baratiner la garde à un moment. On a ramassé des tomates pourries et des vieilles salades. Allez, on frotte un petit peu, on voit rien. Et je crois que tu as trouvé du pain dans une poubelle. Ouais. En gros, vous n'avez pas volé, à part voler quelques légumes. Et je crois que c'est Miou qui a réussi à voler. C'était soit de la thune, soit des légumes. Enfin, si, quand même. Il y a le gros sur son palanquin. Ah oui. À un moment arrive un gros richos sur son... palanquin, paldaquin, je sais plus. Enfin bref. Palanquin, je crois. Avec ses porteurs. Et en gros, je sais plus ce que vous avez fait, mais vous l'avez déstabilisé pour qu'il lâche sa monnaie. Je sais plus qui. Il y a quelqu'un qui a fait mettre un genou à terre à l'un des porteurs. Je sais pas si c'est Miou qui a donné un coup dans le mollet, un coup de poignard dans le mollet, c'est bien possible. Et là, il y a moi et Grégorius qui avons essayé de choper toutes les petites pièces. Il y avait un autre gueux qui essayait de faire exactement la même chose que vous. Donc c'était la bagarre des pouilleux en dessous du palanquin du seigneur. Mec, j'ai proposé mes faveurs à cet homme, mais il n'en a pas voulu. Il n'a pas voulu, on se demande pourquoi. Pourtant, je lui ai fait mon plus grand sourire, édenté. Et donc je me souviens que tu as fait au final, t'as cuisiné une espèce de bouillie à base de pain rassis, de tomates pourries. Et j'ai fait un super jet. Et t'as fait un super bon plat qui vous a rendu plein de points de vie. Voilà, et donc tu nous as dit, ok, ouais, vous récupérez tous vos points de vie, là, il n'y a pas de problème. Donc moi, ma grosse compétence, c'est la survie. La survie urbaine. La survie urbaine, tu fais les poubelles. Et je veux dire, bientôt, mes recettes seront... les plus demandés de tout Ascanov. Hein. Mes délicieux ragoûts. Ce qu'il faut que vous compreniez, les voyeurs, mais maintenant vous le savez si vous regardez l'émission depuis bien longtemps, l'aventure que je vais vous raconter ce soir, c'est les 3 premières pages du bouquin. Il y a des accroches et en gros, c'est laisser les joueurs faire un peu ce qu'ils veulent. Et ils ont vraiment fait ce qu'ils voulaient. Et ça, comme d'habitude, ça a pris des proportions de plus en plus grandes. Mais revenons à nos moutons. Vous êtes en train de manger votre soupe dans un vieux bâtiment abandonné. Et arrive Piotir le boucher, personnage pas très sympathique s'il en est, qui débarque avec ses oui. En gros, c'est la mafia locale, en fait, la guilde des bouchers. Parce qu'en fait, leur métier leur permet d'avoir des couteaux et des hachoirs. Ce qui leur donne un avantage sur les autres groupes. Vous ne pouvez, à Ascanov, on ne peut pas, si on n'est pas un garde ou un mercenaire, on ne peut pas se trimballer avec une arme. Et donc, quand tous les autres voleurs doivent se démerder avec des stylets ou des bâtons, la guilde des bouchers, ils te débitent au hachoir, quoi. Et donc, Piotir le boucher... non sans avoir craché dans ta soupe. J'ai un petit peu mélangé plus. Ouais. Et elle vous rappelle que vous devez maintenant lui apporter, en moins d'une semaine, 10 couronnes d'argent.
Ouais. Et là, c'est parti. Et à nouveau, je dis aux joueurs, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a quand même eu la croche, je ne sais plus si c'était Oui. immédiat, une connaissance à Ouais. nous. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le personnage de Gigi est arrivé, parce qu'il n'a pas participé à la première aventure. Ouais. Qui est donc une prostituée, qui nous dit qu'elle a un lien, elle a un contact. Oui, c'est vrai que donc en vous rendant au bordel où travaille la copine de Midcock, puisque c'est aussi comme ça qu'il gagne sa croûte, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce qu'elle s'appelle encore, cette fille? Je ne sais plus. C'est écrit au dos de ma feuille de personnage. Mais... bref, vous rencontrez une jeune femme. Je ne sais pas si vous vous doutez directement que qu'elle a des accointances avec les mages. Non. En fait, on l'a compris assez vite, mais pas sur l'instant. Et donc, en fait, cette jeune fille leur dit « Mais vous avez vraiment l'air d'être dans la dèche. Moi, j'ai un super boulot en or à vous proposer. » Il y a c'est vrai qu'elle vous a dit, il y a un homme, il y a un mec qui vit dans les beaux quartiers qui est mort et qui s'est fait enterrer il y a quelques jours. Et sa maison est à l'abandon. Alors évidemment, comme c'est une maison dans le quartier noble, elle est super, impossible de rentrer dedans sans avoir la clé, mais elle vous révèle... Et alors, j'ai eu peur parce que cette information-là, au début, elle n'était pas passée, j'ai dû vous le rappeler. Elle vous envoyait là-dessus parce qu'elle savait que le mage en question s'est fait enterrer avec tous ses bijoux, et que parmi ces bijoux, il y a un collier avec une clé qui est la clé de la baraque. Et ça, on n'avait pas compris au début. Voilà, et c'est vrai qu'à un moment, vous vous êtes dit, mais pourquoi est-ce qu'on va au cimetière? Et j'ai rappelé à tout le monde, je n'avais pas bien fait passer l'info. Mais donc les voilà envoyés dans les quartiers nobles. Voilà, là on a un plan, mais un plan très aléatoire, parce que en gros, on nous dit juste, on est dans les pires quartiers. Il y a les quartiers nobles qui sont au nord, qui sont 2 îles plus loin, parce qu'il faut traverser la rivière dans laquelle il y a carrément une île. Et on ne peut pas traverser les ponts, parce que non seulement ils sont payants, mais en plus, des gens comme nous, on est immédiatement mis sur l'autre trottoir. Voilà. Et on est là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, au début, on sait pas. On ne nous avait pas dit à ce moment-là que c'était des histoires de magiciens. Mais d'un côté, on sait que les magiciens vivent dans les quartiers nobles. Et deuxième point, elle nous dit il faut me ramener mon livre. Oui, voilà. Donc on se dit ça fait des histoires de magiciens, quoi. Oui, voilà. À aucun moment j'ai prononcé le mot grimoire. Mais en gros, la jeune fille les envoyait piquer le grimoire de ce mage. Je vous avais déjà dit son nom, c'était Quintus le mage. Ouais. Et donc oui, il me semble que ça s'est relativement fait vite parce que le pouvoir de Gigi, c'est je peux toujours dire que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et donc Gigi... Tu commences toujours par « et donc ». Oui, je sais. Je les coupe souvent. Quand je regarde les émissions, je me dis, mais il faut que j'arrête de dire « et donc » à chaque fois que je prends la parole. Enfin bref. Et donc, Gigi connaît un mafieux d'une autre bande. Midcock connaît un mafieux. Oui, Gigi n'a aucun lien avec la mafia. C'est vrai. Midcock connaît un homme de main du gang des Fauves, qui eux sont dans le nord de la ville, et donc il faut aller le rencontrer. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on aille à l'île intermédiaire. Exactement. Il faut que vous arriviez à passer à l'île des Anciens, qui est un peu l'île qui fait la jonction entre le sud pauvre de la ville et le nord riche de la ville. Et c'est là qu'arrive un personnage. Tout à fait. Alors, je vais quand même juste dire, il y a aussi une grosse... On a vu la grosse différence entre le personnage de Gigi et le mien à ce moment-là. Parce que on met assez vite au point un plan qui était très bien, de dire, voilà, il y a plein d'étrangers qui viennent des 4 coins du monde pour vendre leurs trucs au marché de l'île... L'île des Anciens. De l'île des Anciens. Ouais. Et donc on dit, on va trouver un marchand un petit peu perdu dans cette grande ville, et on va dire, voilà, nous on est des mercenaires, on connaît très bien la ville, on connaît très bien l'île des Anciens, on n'y avait évidemment jamais mis les pieds. On vous garde pour telle somme, il faut juste nous payer le passage. Et donc là-dessus,
Oui. Et donc, Gigi, il est là immédiatement. Ouais, et en plus, une fois qu'on n'a plus besoin de lui, on le bute et on prend sa thune et ses marchandises. Bah. Et moi, je suis là, mais non, mais s'il est sympa avec nous. Hein. Bah oui. Et donc, c'est là que je me retrouve à devoir imaginer un PNJ dans l'urgence et je vous crée Maître Ranquan. Maître Ranquan. Et donc, Ranquan, c'est un monsieur venu des terres du Sud, donc il est black. Et il vend des magnifiques statues en bois sculpté. Et je vous le joue un petit peu ingénu de nouveau, quoi. Un type qui débarque avec sa marchandise dans une grande ville. J'essaye de vous donner cette impression qu'en fait, il a vraiment besoin de vous parce qu'il va se faire plumer, il va se faire dévorer par la cité. Mais il faut qu'il ait une particularité. Et je l'interprète avec un accent créole. Tout à fait. Ce qui fait beaucoup rire tout le monde, mais je n'en démords pas. Mais il est très fort pour les imitations, les accents et tout ça. Et donc, je fais un accent créole. C'est toi qui parlais des inconnus. Ben moi, mon accent créole, il vient des inconnus. Et on a vraiment des références de beauf. oui, voilà. Et donc, c'est là qu'il va y avoir la feinte. Ah oui, oui. Donc, quand même, on lui dit, ouais, il n'y a pas de problème, vos marchandises sont... Et alors, on fait des super jets de sociabilité. Absolument. Et donc, il nous... Enfin, et en fait, on a directement une affinité, honnêtement. Franchement, il était super sympa. Oui, tout à fait. D'ailleurs, à ce moment-là, on était toujours avec les deux filles, les deux PNJ. Oui, tout à fait, qui vous ont accompagné. Mais très vite, elles ont un petit peu disparu dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ni Milena, la jeune mage, ni, je le dirais 1000 fois maintenant, la copine de Gigi, sont des très bonnes voleuses, quoi. Et donc, pour tout le côté voleur, c'était à vous de le faire. Bref, on arrive au pont. Au pont, il y a les gardes. Il y a les gardes, et donc Ranquan nous présente, voilà, je viens vendre mes... Mais oui, tout à fait, je suis là avec mes marchandises, je ne fais que passer, et je suis avec mes mercenaires qui me protègent. Et le garde nous demande, mais quel est le nom de votre compagnie de mercenaires? C'est très important, tu as dit, quel est le nom de votre compagnie de mercenaires? Et c'est Florian. Qui est là, la compagnie créole. La compagnie créole. Et alors, évidemment, tout le monde rigole autour de la table. Moi, j'étais en mode, non, vous n'allez pas vous appeler la compagnie créole, quoi, c'est pas possible. Et oui, pour l'instant, ça dure, c'est la compagnie créole. Voilà, pour le moment, c'est toujours non officiel. Je pense que les mots, ça ne sera pas raconté dans l'histoire au coin des 20 et c'est sorti. Donc, on n'en parlera pas dans l'histoire au coin des 20. Ah oui, non, il faut pas. Mais non, parce que Gigi avait dit à la base que vous alliez appeler votre groupe les Verrues. Oui, il voulait absolument qu'on s'appelle les Verrues. Je vais vous appeler les Verrues, moi, maintenant. Mais bref. T'as pas l'air content. Tu la veux, toi, ta compagnie. Mais c'était bien. Ah. Et moralité, on arrive bel et bien, quelques gestes de sociabilité. Le personnage de Gigi, il a le max en sociabilité. Il réussit super bien. Franchement, globalement, je vois c'est très facile de voir les probabilités dans un jeu de rôle à pourcentage. On a fait tout le long du jeu des bons jets. Des bons jets. Parce que il y a, surtout sur la fin, vous allez voir, il y a tellement de moments où on aurait pu mourir comme des merdes. Ah, comme des merdes. Et donc, la compagnie, créole ou pas, arrive sur l'île des Anciens, qui est un petit peu une espèce de Las Vegas, on va dire ça comme ça. C'est une île où se réunissent les nobles qui ont un peu envie de s'encanailler, mais évidemment, il y a aussi une bonne partie des commerces et des arènes à cet endroit-là qui sont tenus par les mafieux, les barons de la mafia du sud de la ville. Et alors à ce moment-là, vous vous sentiez plus pété, quoi. Ah ouais, non, on était là, on va tous les arnaquer. Ouais. Alors moi directement, je vois des rats partout. Donc je fais des jets, je commence à récupérer des rats. Et on se fait un stand de... oui, pas tout de suite. Je sais plus très bien dans quel ordre c'est arrivé, mais vas-y. On se rend très vite compte d'une certaine idée. Donc les gens viennent sur cette île pour acheter des trucs, acheter des choses exotiques, mais aussi... Et parier. Parier, mais aussi s'amuser, aller aux maisons de passe et s'acheter des outils sexuels, ce genre de choses. Il y avait ça, c'est Et vrai. donc, immédiatement, on est là, oui, mais les longues statues oblongs en bois
magnifiquement laqués De de Monsieur Ran Ranquan. Quan, Ouais, mais- on va les vendre, mais en tant que magnifiques dildos ornementés. C'est ça. Et donc, effectivement, à ce moment-là, Gigi réutilise son pouvoir. Il connaît quelqu'un qui vend des articles pour le plaisir, on va dire ça comme ça. Et vous arrivez à négocier que Ranquan, qui lui ignore complètement la supercherie, va faire un petit étal et vendre ses statues devant ce sex shop. Il faut dire les mots. Et en fait, il fait, parce que du coup, moi, je lui fais faire des jets et ça se passe bien. Et il y a la fameuse histoire Du ragoût, du ragoût et de la pancarte tout à fait. aussi. Et donc, à un moment, je commence à mettre tous mes ingrédients dans une casserole et je commence à cuisiner ce qui était vendu comme du lapin. Tout à fait. Et donc, je ne sais plus qui demande à Ranquan, mais est-ce qu'il y a moyen de mettre De sculpter un... une sculpture sur bois, Voilà, une pancarte pour faire la promotion, et il fait un jet récit critique. il a fait une réussite critique. Et donc, je leur dis, en fait, il a trouvé un vieux morceau de barque, de bateau, et il vous a sculpté un truc, c'est magnifique, avec au vrai ragoût qui revient, si je me souviens bien. C'est ça, oui. Et avec deux petits rats en train de touiller dans une marmite. Et je leur dis, oui, les gens ne peuvent pas rater votre enseigne parce qu'elle est superbe. Et moi je fais quelques jets de cuisine et de sociabilité pour les vendre. Et vraiment, je fais des bons jets. Et tout de suite, je deviens le personnage le plus riche du groupe, ce qui n'est pas difficile, mais je commence à avoir un petit peu de thunes, quoi. Je veux dire, j'ai gagné genre 1,5 ou 2 pièces et demie d'argent. Donc, pratiquement un quart de la somme qu'on devait au boucher, en vendant mon ragoût. Et puis, oui, il y a Ranquan qui vend ses statues, ça se passe... Hein, On avait négocié un pourcentage. ça sent la thune, quoi. Il y a les copecs qui commencent à tomber. Ouais, et là, il y a Gigi qui est là. Ouais, cette nuit, hein, Et il y a eu le moment où, là, franchement, j'étais assez fier de vous. J'ai nouveau cette chaise qui craque. Gigi voulait absolument trucider Ranquan pour lui voler son argent. Mais aucun des autres n'était d'accord. Et en fait, le reste du groupe s'était attaché à ce PNJ. Évidemment. Et ne voulait Il pas était le dépouiller. En fait, moi, j'avais déjà prévu ce qui allait se passer si vous faisiez ça. Et ça aurait été triste. Ah. Mais donc, finalement, tout ce petit monde laisse Monsieur Ranquan à ses affaires. Et Il nous donne un pourcentage des ventes. Et oui, et donc vous recevez déjà des sous parce que vous l'avez quand même protégé. Il y a eu des gars qui avaient foutu le Il y a bordel. eu des espèces d'étudiants à un moment qui sont venus, qui ont renversé mon ragoût. Voilà. Et il y a Grégorius qui est un petit peu rentré dedans. Voilà, exactement. Mais à partir de là, il est temps que le groupe aille dans un bar, une arène qui fait aussi bar, qui s'appelle le Bec du Kraken, pour aller rencontrer Jelko, le mafieux qui était censé vous faire passer. Et je décris qu'il y a quand même des combats de gladiateurs, parce que... On avait revu le gros sur son palanquin, oui, qui avait un mutant avec lui, une espèce d'homme-poisson. Qui trimballait un mutant. En esclave. L'histoire de l'homme-poisson, c'était un peu une accroche secondaire, et j'ai bien vu que ça vous intéressait pas. Non, déjà, ça a mis en place un élément de l'univers, qu'il y a des mutants, que... Ouais. C'est quand même très Warhammer, hein, cet univers, toujours. Au-delà des règles, même l'univers lui-même, ça fait penser à ce que pourrait être une ville de l'Empire à Warhammer. Oui, tout à fait. Et donc oui, ça a mis en place aussi le fait qu'à Skanov, il y a des esclaves, l'esclavage est légal. Et donc là-dessus, il y a Grégorius qui se dit, il y a peut-être moyen de se faire quelques thunes en combattant dans les arènes. Et donc, j'avais préparé plusieurs combattants, et j'ai lancé un D6 pour... en gros, plus on faisait bas, et plus le combattant était faible, et moins ça rapportait d'argent. Et je crois qu'il a fait 5, et donc il a chopé l'avant plus bourrin, qui est en fait un prêtre de Wéros, le dieu de la guerre, qui, au nom de son dieu, et pour la foi, va combattre dans les arènes, en fait. Et franchement, c'est passé à ça qui gagne. Alors, le combat était vraiment intéressant, et c'est là qu'on voit vraiment le système en place. C'est premier tour. Grégorius fait un gros punch. Deuxième tour, réussite critique.
il lui met un coup, et donc quand tu fais Il était à un point de vie, en et fait. il lui met, quand tu fais un 10 sur le dé critique et que tu réussis, c'est une réussite critique, tu relances le dé, un petit peu comme dans Warhammer à nouveau. Voilà. Et vraiment, et tu me dis, là, il était à un point de vie. Et ensuite, plus rien ne va. Ouais. Bah, il a commencé à foirer ses jets, et comme le gars en face était quand même aussi très bourrin, avec beaucoup de bonus de force, il s'est fait péter la gueule en 3 coups de poing, je crois, un truc comme ça. Ouais. Des grosses patates de forain envoyées par un prêtre du dieu de la guerre. Et donc il est tombé, et au final, en fait, je me suis dit, mais mon prêtre du dieu de la guerre, il est très content de ce combat. Bien sûr. Et donc il a quand même donné de l'argent à Grégorius, malgré qu'il s'était fait péter quelques dents. Mais... C'est tant qu'on parle de Dieu, à noter qu'il y a un moment où mon personnage, à moi, le rêve de mon personnage, c'est de trouver le grand amour de Bertha. Et je vais voir la déesse de l'amour, et je vais prier, je vais faire une petite offrande, et tu me dis, et je sais plus, je fais un jet de savoir, ou que sais-je, Ouais. ou de volonté, et je fais un très bon succès, et tu me dis, eh bien tu sens la déesse de l'amour en toi, et tu récupères un point de Oui, fortune. oui, tout à fait. Parce que tu avais été touché par la déesse de l'amour. Et après, enfin voilà. Il est quand même chouette ce jeu. Il est chouette ce jeu. Mhm. Dans le bar Arène, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notre retour à la réalité. C'est-à-dire, on se sentait comme des boss. On était là, Ah, ouais, on a vendu du ragoût, on a vendu les trucs de Ranquan, on est là, on a nos 6 pièces d'argent. Et alors, on arrive au bar, on est là, ouais, on veut des bières, on veut du vin. Ok, alors les bières, c'est 1 pièce d'argent. c'est une pièce le d'argent. verre de bière, et le vin, c'est 2-3 pièces d'argent selon les qualités. C'est la qualité. Et on est là, ok, on va prendre de l'eau. On va prendre de l'eau, on va aller chercher du jus de rat. Et j'ai bien aimé, c'était vraiment un retour à la réalité. Sur- On est toujours des merdes. Surtout qu'en plus, et ça je vous l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû l'expliquer parce que c'est plus du lore qu'autre chose, sur l'île des Anciens, tout est plus cher. Évidemment. Mais Parce ça, on s'en doutait. que c'est l'endroit touristique, c'est là où les gens claquent du pognon, en gagnent, en perdent. Et donc les consommations de base sont beaucoup plus chères. Ouais. Si vous trouvez une auberge, n'est-ce pas, j'ai envie de dire Kislev, mais ça c'est Warhammer, à Kirov, bah, les prix sont moins chers, quoi. Moralité, on rencontre enfin les fauves, les gens qui donnent faire passer. Vous rencontrez Jelko, voilà. qui lui est vraiment un petit mafieux. On l'a senti, mais directement le petit tordu qui te brosse dans le sens du poil et qui t'enfile. Et d'ailleurs, en fait, tous ces PNJ, j'ai créé leur portrait avec l'intelligence artificielle. Parce que bon, le livre de campagne est très chouette, mais bon, les illustrations, elles sont un petit peu petites, et donc j'ai fait ça, mais comme ça, vous pourrez voir la gueule qu'ils ont. Et donc, Jelko dit au groupe qui va pouvoir les faire passer du côté noble de la ville, il n'y a pas de problème, vous allez même avoir des costumes. C'est inquiétant à quel point il est positif. Et mais oui, et puis on prend... Oui, vous êtes sur notre territoire. Et en fait, c'est vrai que c'est de nouveau parce que Gigi a fait des très bons jets de charisme, qu'il pensait simplement que vous alliez piller une tombe. Et oui, on va simplement vous prendre 30% de ce que vous ramenez. Et donc, il avait été un peu embobiné, mais moi, je savais très bien que c'est sur le retour que ça risquait de mal se passer. Et donc, on le voyait venir, mais en même temps, on jouait la carte. Ouais, mais on est là en prévenant, voilà. On est là, c'est une opportunité. On vient chez vous avec respect. Voilà, on essaie de montrer du respect, pof. Mais clairement, lui, il a vu, et je voulais pas taper dans le micro-cravate, mais lui, il a vu des pigeons. Oui, voilà, il avait vraiment vu les grouilleux. Ils vont aller faire le casse à notre place et puis on va les plumer. Mais bref, ça, ils ne le savent pas. Donc, déguisé en clerc, vous traversez et vous arrivez dans le quartier noble, dont le nom m'échappe maintenant. Et donc, c'est un début de nuit à ce moment-là. Parce que moi, je pensais que vous alliez aller faire du repérage et tout. Mais vous étiez en mode, non, on fait tout cette nuit, quoi. Ok, pas de problème. En fait, notre mentalité était vraiment, plus longtemps on reste ici, plus on risque de se faire choper. Oui, c'est vrai, c'était une bonne...
une bonne idée. Et donc, tout ce petit monde va au cimetière, cimetière qui est gardé par des gardiens de cimetière avec un clébard. Ça ne devait pas être impossible non plus, parce que tout le reste de la péripétie est tenu par le fait que vous devez récupérer cette putain de clé. Oui. Mais en fait, ça, vous l'avez bien joué. On a fait des super jets. Franchement, le cimetière, j'y crois pas. On a réussi Oui. quasiment tous nos jets. Donc, jet de discrétion, jet pour détourner l'attention des gardes, Absolument. tout. Vraiment, vraiment, on est rentré. Jet pour crocheter le portail. Vraiment. Le jet pour ouvrir la tombe, sans Alors, faire de bruit. Et hop, on remarque qu'il y a des petits symboles magiques sur le côté. Et on a fait un truc qu'on a fait énormément dans cette partie. C'est, ok, tu vois des symboles magiques. Bon, bah, je prends un caillou et je gratte. Et tu grattes, oui. Et donc ça, on a fait pendant tout le jeu, de gratter les symboles magiques. Et donc là, déjà, il y a plusieurs choses étranges qui se sont passées. Vous vous êtes dit, mais pour un mec qui est enterré depuis 4 jours, il est dans un état de décomposition particulièrement malsain. Tout à fait. Et puis, alors je sais plus, est-ce que le cadavre a crié? Je vous l'ai fait jouer, ça. Oui, bien sûr. Donc, c'est une des premières choses qui est arrivée, je crois. Le truc, c'est que je vous décris qu'il ouvre ses yeux et qu'il a les yeux complètement jaunes et que le cadavre commence à faire un cri qui ressemble un peu à un miaulement. In the business, we call it foreshadowing. Je ne sais plus si tu utilisais le mot miaulement, mais... C'était le but. En tout cas, c'était bien mis en place et on n'a pas compris. Bah, c'était un truc... J'avais peu d'espoir que vous vous rendiez compte de l'histoire du chat. Mieux, heureusement. Mais ça aurait pu changer beaucoup de choses. Enfin, toujours est-il que le cadavre ouvre des grands yeux surnaturels, commence à gueuler. Et alors là, c'était Grégorius et Midcock qui sont dans la tombe avec, je crois qu'ils avaient des pelles. On avait des pelles, on avait volé des pelles. Et là, il y a Grégorius qui dit « Il faut qu'on parte tout de suite !» Et je lui tranche la tête avec ma pelle. Je disais, oui, typique. Et Midcock qui tire sur les colliers plein de bijoux. Et donc, vous arrachez tous les bijoux et vous avez juste le temps de vous barrer de vous barrer avec tous les colliers. Ouais. Et là, on a quand même les gardes au cul. À nouveau, quelques gemmes miraculeux. On arrive à les semer. La seule chose, c'est que il me semble que toi et Midcock, vous avez fait des un peu moins bons résultats de Dex et les gardes vous ont vus. Et là, quand je me suis dit, en fait, ça pourrait leur porter préjudice plus tard. Je me dis, si vous restez dans les quartiers nobles, ils pourraient vous reconnaître. Mais ça n'a pas eu, ça s'est pas mis en place. Mais donc, tout ce petit monde a déjà chopé quelques beaux bijoux et surtout la clé. Et alors, il faut aller maintenant au manoir du mage. Et alors, vous êtes un peu en mode, on n'a pas trop envie de rentrer là-dedans, hein, on ne sait pas ce qui nous attend. Ouais. Et ben vas-y, raconte un petit peu. Mais ouais, on se retrouve devant la porte directement, on cherche la clé. Je crois qu'on arrive à l'ouvrir sans problème, si je ne dis pas de bêtises. Oui. On essaie de faire attention, on est là, tout doit se passer en une nuit. On ouvre la porte, et tu nous... Je sais plus. Je vous décris que ça a l'air d'être un salon richement agencé, mais où il fait très sombre. Et je leur dis, vous n'avez pas de lumière. Alors, et donc là, je les mets dans un dilemme. Est-ce que vous allumez des torches ou est-ce que vous allumez simplement les bougeoirs dans la maison pour avoir de la lumière, mais ça va se voir depuis dehors? Et là, on rentre, on se retrouve dans le noir. Et j'adore comment tu nous décris ça. Je crois que c'est le personnage de Gigi. Tu sens que tu marches sur quelque chose et ça fait pouf, mais comme si tu écrasais une grosse limace. Une grosse limace. Et là, tout est plongé dans les ténèbres et ils ne voient plus rien. Voilà. Et les aventuriers commencent à y aller à tâtons dans une maison qu'ils ne connaissent pas. Et en gros, c'était un sort de ténèbres magique qui avait été mis là parce qu'évidemment, il y a plein de pièges dans cette bicoque. Hein, vous pensez bien. Et donc, ils commencent à faire le tour du rez-de-chaussée à tâtons, à allumer des bougies. Et je leur dis, même la lumière des bougies, vous voyez qu'elle est oppressée par les ténèbres. Et pareil, on gratte. Et en gros, c'était une rune sous le tapis qui avait eu cet effet magique d'éclatement quand ça s'est déclenché. Et une fois la rune grattée, la lumière redevient normale. Et là, vous commencez un peu à piller. Et je ne sais plus si c'était à ce moment-là, mais tu nous as décrit au début, tout a l'air sale et abandonné, il n'y a plus rien. Il y a une sorte d'illusion. Il y avait un sort d'illusion aussi qui donnait l'impression que tout avait déjà été pillé par d'autres voleurs. Voilà. Et puis,
Bon, il suffisait de faire un petit jet de volonté, je crois que c'est de nouveau Gigi qui l'a réussi, pour se rendre compte que quand tu regardes les objets de près, tu vois qu'ils sont en fait, ils sont encore bons. Et il y a entre autres le deuxième indice qui était le tableau avec le mage, Oui. où on le voit avec son chat qui a des yeux jaunes et lui qui a des yeux roses. Et je vous montre, et puis vous rigolez bien et tout. Et puis arrive le chat. Ouais. Ce que les aventuriers ne savent pas. Je vais quand même Oui. dire les choses de notre point de vue. Oui. Donc, tu nous décris qu'il y a un chat qui arrive, qui est miaou, 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 et qui s'arrête en gros devant une armoire, et tu nous décris, oui, il est tout maigre comme ça, et il commence à gratter une armoire, et miaou, 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 et il tourne autour de son bol, et donc directement, nous, on est là, oh, le pauvre petit. Mais oui. Et donc, on trouve la nourriture du chat, on lui met de la nourriture, et là... Et après, on se rend compte que le chat, il connaît bien la maison et il évite les pièges. Et donc, on est là. Mais il est utile, ce chat, mais il est bien. Vous vous êtes même rendu compte, en regardant le tableau, que c'est le familier du mage qui est mort. Et vous étiez vraiment... Oh, le salaud, quoi, il s'est fait enterrer et son familier, il est affamé, assoiffé. Alors, il y avait plusieurs niveaux d'accroche au chat dans le groupe. Parce que moi, directement, je dis, mais on va le manger. C'est ça. Et Gigi aussi. C'est comme un rat, un petit peu. Et Midcock était aussi pour trucider le chat. Parce que lui, il est toujours pour trucider tout. Mais Val et Miou ne voulaient absolument pas. D'autant plus que le chat, c'est son animal totem, tu vois. Et du coup, j'ai joué là-dessus à fond, parce que je jouais le chat en mode miaou, 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 c'est ma nouvelle maîtresse. Et on était, oh, qu'il est gentil le chat. Et puis en plus, il connaît la maison et tout. Et alors, le truc, c'est qu'à un moment, Midcock dit, ben moi je monte à l'étage, mais il y avait de nouveau un piège dans l'escalier. Donc, il marche sur un truc, ça lui électrocute la jambe. Donc, du coup, il va avoir des malus pour tous ses jets de déplacement. Et c'est là qu'on voit que le chat, il évite les pièges. Voilà. Et je vous décris que le chat évite la marche avec le piège, et donc ils se disent, bah, tout bénef, le chat va nous aider. Je ne sais pas si je révèle le poteau rose ou si je raconte... Attends, garde encore un petit peu. Ah. On trouve plus loin une pièce avec plein de cadavres. Oui, un dortoir. Voilà, et on se rend compte assez vite que, en gros, ce sont tous les apprentis. Tous les apprentis. Ah oui, un détail quand même, c'est en bas, quand on est dans la cuisine, tu nous dis, oui, voilà, il y a une porte qui mène vers la cave, et il y a un peu comme une espèce d'ambiance malsaine qui sort de là. Ouais. Et donc, nous, directement... On n'est pas là, nous allons découvrir ce qu'il y a là-dedans. Non, on est là, on ferme la porte, on met un placard devant et on s'en va. C'est ça, parce qu'il y avait des sales trucs à la cave, évidemment. Et donc, on découvre les cadavres au premier étage et on dirait qu'ils sont tous entretués. Il y avait deux cadavres de jeunes personnes et j'essaie de vous faire comprendre qu'ils se sont entretués à coup de magie, en fait. Oui. Et le truc, c'est qu'il y en avait plein d'autres, mais qui étaient tous... Ils s'étaient trucidés dans la cave. Et alors, il y en a un ou les deux qui se relèvent, je ne sais plus très bien. Bah, c'est ça. En zombie. Mode le retour des morts vivants, ils sont en train de fouiller les cadavres, et puis je leur décris, il ouvre les yeux qui sont tout blancs, et il attrape la jambe de Grégorius. Et on les a plutôt facilement. Ils étaient pas forts. Ça se passe bien, mais là, tu nous dis, et là, vous entendez du bruit en bas. Et là, on compte les lits. On est là, merde, il y a combien d'apprentis ici? Et je crois qu'il y en avait 10 en tout. Ils étaient une douzaine, un truc comme ça. Et donc, on est là, il y en a 8 ou 10 qui vont débarquer d'en bas. Et ça, c'est la fin d'une séance, et on est vraiment... Ta gueule, quand je décris qu'il y a du ramdam et que la porte de la cave est en train d'être frappée, et j'avais mis une musique bien dark et bien oppressante, et toi, t'étais en mode, les mecs, Norgueul, il a mis la musique qui fait peur, il y a un truc qui arrive. Mais je suis là, chaque jet qu'on fait, on a une chance sur 2 de se faire tuer, et on va devoir en buter 12, c'est pas possible. Et ça, c'est la fin d'une séance, et je suis là, mais la prochaine séance, on va crever, il n'y a pas de problème. Ah, vous auriez pu, les zombies n'étaient pas très forts, mais ils pouvaient vous rendre malade. Donc, moralité, on commence à mettre dans les escaliers des meubles. Oui. En gros, ils montent à l'étage et ils commencent à faire des barricades, quoi. Et la séance commence et je leur explique, vous entendez des beuglements, qui proviennent du rez-de-chaussée, mais qui est maintenant dans le noir, parce que vous éclairez à la bougie. Et donc, à ce moment-là, le chat, notre ami le chat, arrive et je vous décris qu'il souffle sur le chandelier que portait Grégorius et que ça fait une énorme flamme mauve qui illumine la pièce. Et là, vous vous rendez compte, il y a 11 putains de zombies qui vont essayer de monter dans l'escalier pour nous bouffer. Oui. Tous des anciens élèves du mage qui s'étaient entretués par magie. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'un sort d'illusion venait d'être lancé.
par le Oui. chat. Oui. À ce moment-là, donc, une bagarre commence avec Midcock Et Grégorius qui et- garde l'escalier. qui garde l'escalier et qui trucide les et qui zombies. font des jets de malades. Oui, Et il les tue, mais un par un. oui. Bah j'expliquais que les zombies commençaient à grimper les uns sur les autres, mais ça se passait plutôt bien. Mais on voit aussi, en bas, Oui. un gros chat. Il y a un tigre. Donc à ce moment-là, je leur décris que, à la suite de la meute de zombies, s'extirpe de la cave un tigre, visiblement mort-vivant, qui traîne ses entrailles derrière lui. Et alors là, tout le monde se regarde en mode « Oula, ah ouais, ok, il y a autre chose. » Et moi, j'étais un petit peu le chargé tigre. Oui, oui. Ce qui n'allait pas trop à Et- mon personnage, qui n'est pas combattant. et- Et donc Bertha commence à balancer des vases, des trucs comme ça sur le tigre. Et je trouve que tu étais très, très subtil dans tes explications pour ne pas dévoiler l'illusion, parce que moi, j'en suis pas rendu compte Ah. avant la toute fin. Mhm. Et tu es là, oui, tu balances le pot. Donc, et je touche, mais je fais très peu de dégâts. Et t'es là, ouais, ça n'a pas vraiment fait quelque chose. T'as vu les éclats qui ont été un petit peu sur lui, mais ça l'a pas vraiment blessé. Voilà. Et donc, il y a le tigre qui commence à sauter à l'étage. Je vous décris que le tigre se ramasse pour sauter directement sur le balcon. Et alors là, vous êtes en mode « Et on est là, Ah !» on va le choper, on va le choper. Je- Et il me saute dessus. Il te saute dessus, je vous fais faire à tous les deux des jets De volonté. que j'essayais de vous faire croire, c'est des jets de courage, mais en fait Exactement. c'était des jets pour voir si vous vous rendiez Très compte. bien fait ça. Parce que moi j'étais là, oui, mon personnage a peur, c'est normal quoi. Bertha face à un tigre. Et c'est Midcock qui réussit son jet de volonté, Ouais. et je lui dis, mais à un moment, tu as un déclic dans ta tête, et tu te rends compte que en fait, il n'y a pas de tigre. C'est une illusion, en fait. Et j'amène Gigi à côté, et je lui dis, Bertha, elle y croit toujours. Elle est terrifiée parce qu'elle a l'impression d'avoir un tigre pourrissant sur elle. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Et il a joué le jeu, encore un peu après, pour t'envoyer des claques et dire, non, le tigre n'existe pas, le tigre n'existe pas. Et pendant ce temps, pendant que nous on est en train de combattre les zombies, le tigre et tout ça, il y a le chat qui tire Miou Oui. à côté. Et donc, enfin, Miou, elle est un petit peu là, oui, je vais essayer de trouver quelque chose pour nous aider. Et il y a le chat qui indique, Vraiment, viens par là. viens. Vraiment, là j'abuse de la confiance qu'elle a en le PNJ du chat, le fameux chat aux yeux mauves, parce que je vous avais bien décrit les beaux grands yeux mauves du chat. Et le chat lui fait style miaou miaou. Tu vois qu'il est dans l'urgence et il essaye de t'amener vers une pièce qui est le bureau du mage, où il y a une porte qui se referme avec du gaz empoisonné. On a joué le jeu que nous on ne sait pas ce qui se passe, mais Ouais. tu as un petit peu une discussion parallèle avec Miou pour dire, voilà, tu rentres dans cette pièce, la porte se referme, il y a du gaz qui sort. Et il y a du gaz qui commence à sortir des murs. Et alors là, à ce moment-là, tu vois, je me dis, ok, toutes les pièces, tout s'est déroulé comme je le voulais. Et je décris à Val que le chat est monté au-dessus d'un meuble et qu'il la regarde avec un air cruel, avec la queue qui fait comme ça, tu vois. Et qu'il n'y a plus d'histoire de gentil chat. Et elle était en mode, l'enculé. Et donc, elle a eu directement le bon... Parce qu'elle a dû commencer à faire des jets d'endurance, parce qu'elle se faisait empoisonner. Et elle a eu directement le bon réflexe d'exploser les fenêtres. Ce qui a attiré l'attention, évidemment. Voilà. Alors, donc, elle arrive à... Je me dis, à ce moment-là, oui, il y a des meubles qui passent à travers les fenêtres, ça va attirer l'attention des voisins, qui vont attirer la garde. La garde, voilà, exactement. Donc c'est bien, ça nous met un timing là, tout Ouais. d'un coup. Et donc Gigi et moi, on est débarrassés du tigre, et Grégorius et Midcock, ils trucident les zombies, sauf, Mhm. il y a un moment, un zombie quand même qui attrape Qui la arrive, main mais vraiment juste à le mordre un peu, un petit quoi. peu, Grégorius. Et alors, donc- je sais plus ce que je dis à Florian, je dis, oui, oui, tu t'es pris un point de vie, note dans les notes sur ta feuille, morsure de zombie. Oui. Et alors là, tu vois, c'est... C'est toujours rassurant. Hein, quoi? En fait, c'était juste un jet pour voir s'il tombait pas malade parce qu'il avait été mordu par un mort. Mais je me dis, alors à ce moment-là, est-ce que je vais devenir un zombie? Est-ce que je vais me transformer en zombie? Et alors, nous, on le joue, on ne sait pas. Mm. On arrive à défoncer la porte qui mène à Sur le Miou. bureau. Et on voit le chat, on comprend la situation, et combat contre le chat. Et, première chose qui se passe, le chat me saute dessus, il me tranche la carotide, je me prends 10 points de dégâts sur mes 14 points de vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce chat... Bon, maintenant, on peut dire le poteau rose. Oui. J'avais laissé plein d'indices pour leur faire comprendre qu'en fait, avant de mourir, le mage a transféré son âme dans son familier.
et que donc le chat n'est pas un chat, c'est le mage Quintus, rendu à moitié fou par sa mort et son transfert d'âme, mais lui, il veut juste se venger et se barrer et aller retrouver d'autres personnes pour qu'on lui rende un corps. Et il y avait l'histoire dans la tombe, le cadavre avec les yeux jaunes qui miaule, le tableau où tu vois clairement que le mage a des yeux mauves et que le chat a des yeux jaunes. Mais vous avez pas Ça, on n'a pas regardé du tout. Vous n'avez pas embrayé, et en fait, c'est pas grave, parce que justement, au contraire, ça a fait que ça a duré jusqu'au bout. Mais donc, à ce moment-là, le truc du poison a foiré, Mio est toujours vivante, et le chat le chat Quintus voit que les potes sont en train d'arriver. Il va essayer de se barrer. Mais il est super brutal, parce qu'il est rempli de magie. Et donc, il fait un jump, il fait un coup de griffe dans la figure de Miou, qui perd beaucoup de points de vie. Ouais. Toi, tu es sur le chemin, tu essaies de faire « Ah, je vais te choper comme un rat ». Il fait un jet de malade mental, il t'ouvre la carotide. Ouais, 2/3 de mes points de vie, ou si pas 3/4. Et puis, il essaye de passer entre les jambes de Midcock et Grégorius, qui eux sont plutôt les deux guerriers du groupe. Et là, il finit par se faire choper et trancher en deux par le glaive de Grégorius. Et tu me décris qu'il commence à Oui, faire des masses de blobs et à bouger et à faire des trucs bizarres. la magie qui est contenue dans ce pseudo-chat est en train de... Parce que ça aussi, c'est un timer. Il commence à faire des bulles, à se déformer, à s'aplatir. Je vous décris que le cadavre commence à faire des espèces de racines noires qui poussent sur les murs. Mais il fallait que vous chopiez quand même le grimoire. Donc là, timer, on est là, ok, il faut qu'on chope un maximum de choses. On commence à se diviser. Il y en a un qui va dans l'espèce de pièce isolée tout à l'étage. On se rend compte que c'est un espèce de bésodrome où son bésodrome. il racontait des histoires érotiques à ses élèves. Il y avait des parchemins porno. Parchemins porno. Hein. Le mage Quintus était très libidineux. Voilà. D'ailleurs, je me demande si on n'a pas trouvé aussi une collection. Si dans la salle de bain, on a trouvé une collection de dildos. Et des parfums, vous avez pris des parfums. Toujours dans les jeux de rôle, très important, rappelez ça à votre maître de jeu, un parfum, ça vaut une thune impensable. Ça vaut beaucoup d'argent. Dans le milieu médiéval. C'était très rare. Donc on chope les parfums. Moi je trouve la bibliothèque, je crois que je trouve une pièce cachée. Ben oui, il y avait une énigme avec un échiquier. Oui. Il y avait un poème et vous deviez comprendre qu'il fallait faire un move. Mais ça, l'énigme, tu l'as résolu en 2 secondes, c'était très bien. Parce que moi, je me disais, merde, le timer est déjà en route et maintenant, ils ont l'énigme. Mais donc, vous arrivez à ouvrir la pièce secrète. On trouve le livre. À noter que le livre, comme vous avez décrit, c'était un livre immense qui faisait 15 kilos. 1 mètre de haut et il pèse 14 kilos. C'est un énorme grimoire. Voilà. Et on trouve aussi vraiment des réserves de thunes, de pierres, de trucs comme ça. Oui. Et il y a un petit jet opposé entre moi et Midcock pour les choper en premier. Ouais. C'est Midcock qui gagne, il les prend et il les met, c'était très important à noter, la première... Revenons un petit peu en arrière. Oui. Que les colliers du magicien dans la tombe, on se les est partagés. En gros, Midcock, sa seule peur, c'était que vous fassiez choper par la garde et qu'on vous confisque tout ce que vous avez chopé. Ou qu'on soit chopé par les fauves. Voilà. Et donc, les colliers qu'on avait partagés, qui venaient de la tombe, il les a cachés. Comme dans... c'est dans quel film qu'il y a une montre qui va à cet endroit-là Dans Pulp Fiction. Dans Pulp Fiction. Il se les cache dans le cul. Et tu dis, fais-moi un jet d'endurance, pas de problème. Donc, il a fait toute cette aventure avec un collier de perles dans le cul. Voilà. Et puis, donc je lui donne... Parce qu'en fait, à cette table, on joue avec de l'argent physique. J'ai acheté des fausses pièces de monnaie. Je voulais voir quelle serait leur relation avec du vrai argent, tu vois, des vrais sous. Et donc, je lui donne la bourse et il y avait quand même une belle Il y avait pas mal d'argent, ouais. Et alors, il regarde, il fait dès que je peux, je sors le collier et je mets la bourse. Elle est faite en quoi, la bourse? C'est du velours. Ah, c'est bon, alors ça passe. Donc, juste pour c'est arrivé plus tard, mais juste pour terminer avec cette histoire, tu lui dis, fais-moi un jet d'habilité pour retirer les perles et les remplacer par cette bourse dans son cul. Superbe réussite. Et ça nous a bien aidé parce que c'est de l'argent qu'on n'a pas eu à partager plus tard. Il y a eu un moment, enfin bref, mais ça je raconte. J'avais peur qu'il garde tout pour lui, mais il a été honnête. Non, il a été réglo. L'argent,
n'a pas d'odeur. Et d'ailleurs, Gigi, au moment de fouiller, a chopé des potions au hasard. Oui. Donc vous avez des potions magiques, vous ne savez pas ce qu'elles font. Ce serait très... Les maîtres de jeu adorent ça. Ah bah ouais, alors je peux vous sortir des effets complètement aléatoires. Et donc, tous... Ah oui, alors à ce moment-là, Oui, la maison d'enfant. Oui. une fois qu'ils ont récupéré le bouquin, il est temps de signer la fin de la récré. Et je leur explique que les tentacules noirâtres qui sont devenus le chat et qui se sont infiltrés dans les murs commencent à brûler d'un feu magique d'une couleur étrange, qui fout le feu au laboratoire, et en gros, le manoir commence à brûler, quoi. Donc, fin à la bénie-île du chaos. Tout le monde s'enfuit avec le truc qui brûle, et Grégorius veut choper un dernier brol, et je lui dis que le feu magique le brûle à la main et un peu à la nuque. Et donc, je lui dis, mais alors note dans tes notes, à côté de morsure de zombie, brûlure magique. Et ça, c'est quelque chose... Ah, c'est de là. Ok. Parce Voilà. que je pensais que ça venait de la morceau de zombie. Non, c'est D'accord. morsure de zombie, il n'en aura pas de... Voilà, je peux le dire. Mais la brûlure magique, il y a des choses qui risquent de se passer, mais je n'en dirai point plus pour ne pas vous révéler votre avenir, aventurier. Donc, on arrive à faire une fuite assez magnifique. Ouais. On arrive à se casser. Alors, vous vous barrez et vous allez rejoindre Gelko. Et on est là. Bon, maintenant, on a encore une grosse confrontation. On est tous super blessés. Ouais. On est tous... Miyu, elle est passée à ça de mourir face au chat, au poison, etc. Moi, je me suis fait ouvrir la gorge. Et les deux autres... Alors, Grégorius, je crois qu'il s'était quand même pris pas mal de dégâts de la brûlure magique. Quand même. Et Midcock... Il marche de travers parce qu'il a la pièce dans le cul. Il avait une jambe Oui. qui avait été électrocutée par le piège magique. Et à un moment, je lui dis, écoute, ça fait quand même toute une nuit que tu te trimbales avec ou du collier ou une bourse remplie de pièces d'or dans ton fion. T'as un malus de -20 à tous tes jets de déplacement. Donc, vous êtes vraiment pas bien. Et là, raconte ce dont tu te souviens. On arrive et on essaye quand même de se la jouer. Hein, On est cool. Nous, on l'a fait. On l'a fait. Nous, on l'a fait. Et donc, mais vraiment, on les voit, ils sont là. Oh, ceux-là, ils sont prêts à être... Ils sont mûrs. Ils sont mûrs. Et on sent que ça va pas bien se passer. Et donc, vous arrivez et il vous fait bravo. Donc, au port dans tout ça. Oui, il faut imaginer que l'ambiance, donc la nuit est presque passée, il est genre 4-5 heures du matin. Et les gardes sont en effervescence parce qu'il y a eu une explosion en plein dans le quartier des mages. Et il y a un manoir qui brûle, donc ils savent qu'ils doivent se barrer, mais ils savent qu'ils sont à la merci de Gelko, le mafieux, qui là se dit ils sont mûrs pour qu'ils soient plumés, quoi. Alors, on cache une bourse dans un cul. Et C'était ce qui valait le plus. Je crois qu'il n'y a rien d'autre qui est caché. Non. Si ce n'est que moi, je dis, ah oui, mais j'utilise mon pouvoir, je sors de mon sac un bibelot en verre qui représente un perroquet, si je me souviens bien, on a dit. Sur le moment, je t'ai dit, tu trouves un collier en fausses pierres précieuses, tu sais que c'est des fausses, et qui ressemble à un perroquet, mais quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas pourrait le prendre pour un... Et on rajoute ça au pactole, parce que comme ça, si c'est divisé, eh ben ça... On divise autour d'un truc qui vaut moins, donc eux, ils auront moins. Que nous, on sait, ça vaut rien. Et donc, on commence à faire, ouais, non, mais le perroquet, on veut absolument le garder, c'est très important. Donc, on réussit. Et là c'est la réussite, mais magnifique. À fond. Il y a une longue négociation, mais qui a duré quasiment une heure. C'était toute une séance, c'était la négociation avec Gelko et ses hommes qui ne voulaient pas vous soigner. Il y avait aussi ça... où en gros vous étiez super mal et vous étiez en mode mais tu pourrais pas appeler un médecin et puis attends, on va attendre un peu. Et vraiment en gros il est là mais ouais mais non ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et nous on essaye vraiment de se la jouer couille sur la table, l'air de dire oui mais nous on l'a fait, on pourra faire une association plus tard, t'as vu de quoi on est capable, et on commence à se mettre en avant et à dire ouais mais de toute façon, et ça on se partage, et on était là, on a montré respect dès le début, on n'a pas fait ça en votre dos quoi que ce soit. Et on réussit nos jets. Et pour finir... Au final, donc le Gelko avait quand même du respect pour eux et avait cru en le faux collier représentant le perroquet qui vaut beaucoup d'argent. Et donc, ils en sont vraiment sortis triomphants, on va dire ça comme ça, avec une belle somme d'argent. 6 pièces d'or, chose comme ça. Vous aviez de quoi. Et donc,
Donc 6 fois ce qu'on devait au boucher. Au boucher. Sans compter ce qu'il y avait dans le cul, ce qu'on avait chopé, d'autres trucs qui n'ont pas été divisés. Et le livre, et on a dû négocier aussi. Ça, Parce que le livre faisait partie, évidemment. Voilà. Et on a réussi à partir avec le livre. Et là, franchement, c'était du bon roleplay, des bons jets, tout ce qui s'est cumulé. Là, et il fait venir aussi un prêtre. Un prêtre. Ouais. Mais un prêtre d'un dieu qui n'est pas aimé. Oui, ça c'est encore un autre aspect de Ascanov, mais que vous allez découvrir. Il y a un dieu monothéiste. Il y a un dieu, qui est bizarre dans il y a son des monde. témoins de Jéhovah. C'est-à-dire que donc dans cette cité, c'est une cité polythéiste. Ça ressemble un petit peu à Game of Thrones. Il y a 10 dieux. Il y a soyez bénis par les 10, nanani nanana. Et puis parfois tu peux aller au temple du dieu de la guerre, tu peux aller au temple de la déesse de l'amour. Mais tout ce panthéon est reconnu par tout le monde comme les dieux, quoi. Un peu comme les saints, je dirais. Mais il y a une nouvelle secte qui arrive, qui est le culte d'Abel, qui sont des monothéistes qui essayent de convertir un max de gens. Et donc là, ils vous font venir un prêtre d'Abel qui n'a pas l'air très compétent et qui a l'air un peu apeuré, mais qui s'est vraiment soigné. Ouais, il nous a fait quand même des soins magiques. Alors, vous ne savez pas très bien ce qu'il a fait, mais il a utilisé quelque chose qui n'était pas vraiment de la magie. Il vous a fait des bandages un peu étranges. Et surtout, il a soigné la maladie que Grégorius était censé attraper s'il avait laissé dégénérer la morsure du zombie, en fait. Et donc voilà, et il a vu les étranges brûlures causées par la magie. Et il a fait une petite remarque, il a dit « Oh là là, la vie pour les mutants n'est pas très facile. » Voilà, exactement. Mais ça, ce sera pour la prochaine aventure. Et donc voilà, fort blessé, couvert de bandages ensanglantés, mais avec une bonne bourse bien remplie, nos aventuriers retournent dans leur quartier. Et donc là, c'était la fin de l'aventure. Hein. Vous avez donné le livre à Milena, qui au final vous a dit « Mais écoutez, moi, maintenant que j'ai ça, j'ai plus besoin de rester ici, je vais vous donner la maison de mon grand-père » ou un truc comme ça. Et donc, en fait, elle vous cède une auberge, qui est une vieille auberge, mais complètement délabrée. Hein. C'est une ruine. Hein. Et en fait, à partir de là, c'est le prochain fil rouge. C'est vous devez créer votre auberge. Mais vous faites pour la première fois de votre vie, vous avez votre maison. Et vous avez un peu d'argent. Quoique l'argent, il est vite parti. Vous vous êtes acheté de l'équipement. Oui. On s'est acheté des armes et des armures, mais de base, hein, parce que les 6 pièces d'or, c'est pas ça qui est glorieux. On s'est acheté genre une dague et une protection de cuir. Vous avez des armures de fourrure ou des trucs comme ça. C'est des trucs vraiment basiques, mais c'est toujours ça de prix. Mmh. Et peut-être qu'on aurait pu faire autre chose, mais comme c'est le groupe, et si jamais vous suivez nos aventures dans Donjons & Dragons et tout ça, évidemment, l'idée est ouverte sur le coup. Ah, on a une ancienne auberge, on va ouvrir un bordel. Oui, mais en plus, vous faites ça en l'absence de moustache, c'est pas juste. Oui. Mais, et donc voilà, ils en sont là. Ne soyez pas étonnés que vous allez recevoir la visite du boucher qui va venir demander son dû. Oui, à partir de maintenant, c'est un petit peu ça. C'est qu'est-ce que vous allez faire pour retaper cette auberge et créer une affaire, quoi. Une cuisine. Est-ce qu'elle n'est pas super, cette campagne? Et là, vous avez fait 3 pages. Alors, très chouette jeu, vraiment. Brigandine, je vous le conseille, je ne sais pas ce que donne la campagne Rêve de gloire. Rêve de gloire. Vraiment, vraiment, vraiment super. Je suis très content des règles, je suis très content de l'univers, je suis très content. En fait, ce qui m'a vraiment beaucoup parlé à moi, c'est que j'ai fait du Warhammer, autant en veux-tu, en voilà, et Warhammer, tu finis par tout connaître. Et ici, ça a ce côté Warhammer, mais c'est mystérieux. Frais. C'est frais, c'est mystérieux. Vous savez pas. Mystérieux. Vous avec un système plus fluide. Tu commences une partie de Warhammer maintenant, forcément tu sais, ah oui, dans la forêt il y a des hommes bêtes. Ah oui, les peaux vertes, il y a des gobelins et les orques. Dans ce monde-ci, il y a encore plein de surprises que vous ne connaissez pas. Tout à fait. Et très bien masterisé, vraiment chapeau. Merci. C'était ça a vraiment bien tourné, on s'est vraiment bien amusé. Et moralité, ici on attend la suite. Donc pas ce mardi-ci, mais le mardi d'après, nous continuerons. Et donc on va continuer à vous raconter ça. Parce qu'on va peut-être pouvoir vous raconter le one-shot qu'on est en train de faire. Oui. Mais j'aimerais bien qu'il soit
avec un PDF prêt à partager. Mais ici, dans mon système des critiques, je suis en train de faire un scénario one-shot pour Elden Ring, donc le jeu vidéo Elden Ring. Et donc j'ai fait un scénario one-shot qui se passe dans cet univers, et je crois que ça vous plaît bien. Et je crois qu'on pourra le raconter. Bah oui. Bientôt. Pour ceux qui s'en inquiéteraient, Vampire n'est pas terminé. Pour l'instant, Vampire est un peu en pause pour tout un tas de raisons. Mais la C'est le lot campagne... des jeux de rôle. Hein. Voilà, la campagne de Vampire continuera. De toute façon, Rêve de gloire est une campagne avec une fin. Et donc, je pense qu'on ne devrait pas y passer 3 ans. Et voilà, mais vu que tout le monde s'amuse bien, moi, je t'avoue, je suis assez content et satisfait de me remettre au médiéval fantastique. Parfois, ça fait du bien moi de se ressourcer. Moi qui m'imaginais être le maître de jeu qui, pour tout le restant de sa carrière, va faire que de la science-fiction et du contemporain, ah ben une petite cure de médiéval fantastique, même si C'est du dark, quoi. c'est du dark low fantasy, eh ben, ça fait du bien par où ça passe. Ouais. C'est comme boire un gros verre de Nesquik alors que ça fait 25 ans que tu n'en as plus bu, tu te dis « Ah ouais, quand même, c'était... » Ah bref. Voilà, le médiéval, c'est du Nesquik. Sur ce, est-ce qu'on a d'autres choses à raconter, mon Alors, cher on n'a Gilles pas de news immédiate. Je travaille sur un jeu de rôle que j'ai fini d'écrire, qui s'appelle Ta gueule, c'est quantique, qui est la modernisation pour les vieux de la vieille, mon jeu de rôle 3615 Camisole, qui s'appelait même avant Symphony of Madness. Je ne sais même pas si j'ai partagé ce son-là à l'époque, mais qui est écrit, et je vais voir si je vais le faire éditer ou l'auto-éditer. Mais j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose. Il y a une illustratrice qui travaille sur les dessins, et je vais vous le faire jouer aussi. Et il y a la version 2 du système des critiques qui devrait arriver relativement vite, parce que c'est juste une adaptation de ce qui existe déjà. Et Elden Ring, un scénario one-shot. Et allez voir aussi les vidéos que je fais, que ce soit en tant que joueur, en tant que maître de jeu, sur la chaîne de Cécile. On a fait la pub il n'y a pas longtemps. Et voilà. Eh ben oui, c'est vrai. Il faudra raconter à nos chers voyeurs Elden Ring une fois que ce sera terminé. Et apparemment, j'ai aussi repris des vidéos sur le cinéma, sur ma chaîne Gilus, qui maintenant s'appelle Gilus Baggins, tout simplement. J'ai fait des vidéos pour le BIF, le Festival international du film fantastique de Bruxelles. Et je vais en refaire d'autres. Eh bien, moi, je ne fais rien. Je joue à Diablo 4 et je perds mon temps. Mais on vous dit là-dessus, à la prochaine! Et vivez bien, vivez avec passion.